Bonjour Charlotte, bonjour Yolande. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Je suis très content de vous retrouver. On est là pour entendre parler un petit peu de votre formation qui s'appelle Être sexuellement libre. Mhm. Et avant d'entrer dans ce beau sujet, j'aimerais bien entendre quelque chose de votre histoire, de qui vous êtes, euh, comment vous êtes arrivé à rencontrer, à travailler avec et maintenant aussi pour l'école de Gestalt du Nord. Si vous Mhm. voulez bien vous présenter, on va peut-être laisser la parole à Charlotte. Je crois qu'elle était la première dans l'école. Ok, alors c'est moi qui commence. Donc mon nom est Charlotte Ledan. J'ai une formation de base d'assistante sociale. Donc, moi je suis belge, donc j'ai été formée en Belgique. J'ai une formation donc de base d'assistante sociale. Euh, j'ai travaillé pas mal en psychiatrie et j'ai travaillé aussi à l'aide aux victimes dans le cadre d'un service policier. Je dirais que ça, à un moment, j'ai vu les limites par rapport à quelque chose que j'avais besoin que je sentais qui me poussait vers quelque chose de plus dans l'humain que dans l'administratif. Et donc, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ça que j'avais envie de faire. J'ai fait une licence du coup à l'université en sciences de la famille et de la sexualité, toujours en Belgique. À la suite de quoi, j'ai ouvert avec deux autres sexologues un love shop à Bruxelles. On était dans le premier love shop à Bruxelles. Mhm. Alors, ceux qui se posent... C'est Oui, ouais, c'est quoi un love shop justement? Parce que j'ai pas confondre oui. avec un sex shop, je suis pas sûr que ce soit la même chose. Voilà, en fait, l'idée du love shop, c'est une idée que j'ai. En fait, c'est un concept que j'ai rencontré quand j'ai voyagé au Canada, au Québec plus exactement. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir effectivement une boutique qui parle, enfin, qui offre quelque chose, des produits et des articles autour de la question de la sexualité, mais qui ne soit pas un sex shop, sachant que à l'époque où moi j'ai ouvert ça, les sex shops, c'est encore le cas dans beaucoup d'endroits, mais plus seulement, heureusement, étaient vraiment tenus par des hommes, fournis majoritairement en produits chinois pensés par les hommes, et par le patriarcat et par l'industrie pornographique. Hmm. Donc la question du bien-être sexuel, elle était absolument pas abordée du point de vue des femmes, mais pas seulement d'ailleurs, hein, parce que beaucoup d'hommes ne se trouvent pas leur bonheur dans des sex shops traditionnels. Et donc c'est un concept où on parle plus de bien-être et d'amour. Et dans ce cadre de bien-être et d'amour, eh ben, on parle de sexualité et on vend aussi des jouets érotiques. Voilà. Hmm. Et donc, j'ai ouvert ça il y a avec deux autres personnes en 2004. Donc, ça fait un paquet d'années. La boutique existe toujours à Bruxelles d'ailleurs. Aujourd'hui, je n'en fais plus partie, mais j'y ai été pendant très longues années. Et ça a été une expérience très importante pour moi, justement parce que euh, j'en ai vraiment tiré beaucoup d'enseignements autour des questionnements de société et des personnes autour de la sexualité de 2004 à maintenant. Euh, car en fait, cet endroit est devenu, on ne faisait pas évidemment pas de la thérapie, mais beaucoup de gens venaient pour parler, pour s'exprimer, Hmm. pour comprendre, pour poser des questions, là où on se rendait compte qu'ils n'avaient pas d'espace pour le faire. Beaucoup de couples, mais pas seulement. Et donc, c'était un endroit, en fait, qui s'est avéré très thérapeutique, ce qui était le but de départ, mais ça a bien rencontré son sujet. Voilà. Pendant cette expérience-là, j'ai commencé à me former en Gestalt thérapie à EGN, anciennement changé. Euh, et j'ai donc fait mes trois cycles à la suite. Euh, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Yolande, hein, lors du dernier cycle, du troisième cycle. Et puis voilà, ça fait maintenant presque 15 ans que j'exerce en, en libéral, comme on appelle ça, ou en indépendant ici. Et j'ai commencé à proposer avec Yolande des formations en sexo, justement à EGN. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui. Hmm. Voilà. Et je fais actuellement aussi partie du conseil pédagogique d'EGN. Ok. Il me semble que tu es aussi en train de terminer un cycle Oui, de non, j'ai terminé, j'ai superviseuse. terminé. Ah! Je suis effectivement également superviseuse, fraîchement certifiée.
Eh ben, félicitations en tout cas. Merci à toi. À Ok. ton tour, Yolande. Alors, notre histoire, c'est l'histoire d'une rencontre effectivement dans le cadre de notre formation à Changé, devenue donc école de Gestalt du Nord. Alors, outre probablement des affinités, on va dire affectives, et c'est surtout, on a le même parcours. J'étais également assistante sociale, euh, avec un gros travail dans la protection des mineurs, ce qu'on appelle en France la protection maternelle et infantile. Donc, et avec l'Office de protection des mineurs, à la fois sur le plan judiciaire et sur le plan éducatif, avec beaucoup de signalements d'enfants en danger autour de l'abus, de l'inceste familial. Donc, j'ai commencé ma carrière d'assistante sociale avec d'un côté les enfants agressés sexuellement et de l'autre côté, puisque c'était l'époque, l'épidémie de sida. Et en tant qu'assistante sociale de terrain, on était aux premières loges réquisitionnés pour faire toute la formation, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et l'accompagnement. Et en tant qu'assistante sociale, j'ai beaucoup accompagné des personnes qui avaient le sida. Donc ça a été une période pour moi émotionnellement extrêmement forte qui était en fait finalement déjà, on peut dire, un événement qui était à la frontière de l'intime, donc du sexuel, et du social, qui était la place des personnes homosexuelles dans la société. C'est le début de la dépénalisation, hein, les années 80. Et donc, cette articulation du social et du sexuel, je pense, fonde le regard que j'ai et la conviction que j'ai que l'intime, en tout cas ce qui est autour de la sexualité, est éminemment social. Hmm. Et que c'est à cet endroit-là que j'ai envie de regarder et de nous interroger tous. Et puis, j'ai commencé un premier cycle et un deuxième cycle à l'école parisienne de Gestalt. J'ai rencontré Charlotte et dans notre rencontre et dans nos études de l'époque, pour nous, l'évidence de l'articulation du sexuel, du social et de comment chacun se construit une identité à partir de ces expériences-là euh, était peu abordée. Et donc, déjà à l'époque, on disait, ah, mais ça serait bien, il faudrait faire une formation. Et on avait déjà des idées. Et là, c'est parce qu'on expérimentait en tant que stagiaire, on avait déjà des idées des choses qui manquaient. Et c'est de là qu'est né, sous l'impulsion d'ailleurs d'une de nos formatrices, Elisabeth Drault, qui nous avait dit, mais vous devriez, effectivement, c'est une bonne idée. Et je pense que c'était important dans ma construction d'être encouragée par quelqu'un d'aussi inspirant qu'Elisabeth, hein, qui nous a dit, bah oui, toutes les deux, c'est vrai, vous avez vraiment quelque chose à apporter. Donc Hmm. ça a soutenu notre élan. Et puis, il y a eu un moment où, avec Charlotte, dans mon parcours de professionnel, j'ai été amenée à m'interroger sur la question de l'homosexualité, on va dire des homosexualités, un petit peu dans le prolongement de ce que j'avais rencontré dans les années SIDA, mais alors là, sous une autre forme, et qui était l'accompagnement de parents et de proches de personnes homosexuelles via des groupes de parole. Et puis, j'étais amenée à co-organiser des colloques sur ce thème-là. Et Charlotte est venue co-animer avec moi un certain nombre de groupes, et notamment parce que c'était émergent, des groupes de parents confrontés à la transidentité. Et donc, ce qui à la fois n'est pas la même chose que l'orientation sexuelle, mais qui, d'un point de vue du développement, si on regarde ça d'un point de vue développemental pour une personne, euh, peut s'apparenter à des expériences existentielles assez similaires, celle de la marginalité, celle de la difficulté à exister, la difficulté à être compris, à être apprécié pour ce qu'on est. Et donc, avec Charlotte, j'allais dire, on a construit de la clinique de manière expérientielle. Et donc, c'est fort de ces deux expériences-là, à la fois d'avoir été étudiant avec des manques, d'avoir co-animé des groupes de terrain,
qu'on a imaginé, ça vraiment, ça, je pense, enfin Charlotte, tu Mhm. me le diras, ça colore vraiment comment on a construit cette formation pour des cliniciens. On l'a construit pour que, vraiment avec en arrière-fond, euh, quand on est dans la clinique, quand on est sur le terrain, avec des personnes agressées sexuellement, en difficulté avec du trauma sexuel, ou des couples en difficulté, ou des familles en difficulté avec leurs enfants. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la parole autorisée? C'est quoi la parole d'autorité? Est-ce que finalement il y a une parole d'autorité à cet endroit-là? Et comment on peut en tant que clinicien euh, apporter quelque chose, une présence, puisqu'en Gestalt on parle essentiellement de présence plutôt que d'un service ou d'un savoir. Comment on peut travailler notre qualité de présence pour des personnes qui s'interrogent euh, sur ce sujet-là. Hmm. Justement, on imagine assez facilement euh, la nécessité, la pertinence d'avoir dans, dans sa boîte à outils des compétences autour de la sexualité, de l'intime, et en tant que c'est ça qui situe un peu le corps dans la société, c'est d'abord par ça qu'on est vu, c'est par ça qu'on est abordé, etc., etc. Et en même temps, dans ce que j'entends que vous dites, il y a possiblement beaucoup de tabous autour de ça, puisque il y a une éducation sexuelle qui manque, c'est pas toujours facilement parlé dans les familles, la trace patriarcale a laissé des fondations qui rendent peut-être difficile le dialogue. Donc justement, comment vous repérez l'intérêt des gens pour cette question et la formation? Et est-ce que c'est simple pour les gens de venir à vous pour aborder ces questions-là? Moi, je dirais que ce qui a fait effectivement, comme l'a dit Yolande, qu'on a voulu faire ça, c'est parce que moi, je vois, il se fait que pour différentes raisons, bah, le fait de l'ouverture de cette boutique, mais pas seulement, moi déjà, j'avais travaillé sur la question des transidentités pour mon mémoire dans ma licence en sexologie. Euh, et je voyais en pratique les questionnements, que ce soit dans mon cabinet, dans la boutique, et pas seulement là-dessus. Je voyais le nombre de questionnements, je voyais la différence entre ce que véhiculaient les médias à l'époque, et encore maintenant, mais ça, je trouve que ça s'est quand même beaucoup amélioré, mais on a eu vraiment une phase très, très, très puissante autour de l'accès à la jouissance. Et donc les médias disaient à quel point il fallait jouir à tout prix. Et donc il y avait un nombre incalculable de personnes qui venaient dire, mais en fait, je sais pas, moi je me sens complètement décalée. Est-ce que... Et parce que dans la vraie vie, entre ce qu'on vous vend dans les médias et dans la vraie vie, c'est vachement plus compliqué. Hein. D'abord, c'est pas mécanique et c'est intimement, effectivement, lié à notre rapport à notre corps, à notre rapport à l'autre, à notre capacité à mettre nos limites, enfin à plein de choses. Et donc, pour moi, je me disais de plus en plus dans la clinique, et avec les changements sociétaux autour de cette question qui est apparue aussi avec MeToo, mais déjà avant, mais encore évidemment à ce moment-là. Moi, j'ai fait une formation en psychotraumatologie, donc aussi. Donc. Mais je me suis dit, mais si on doit être formé comme nous, on a été sur ce sujet-là, on ne peut pas accueillir des gens en clinique. Enfin, c'est vraiment problématique. On peut se sentir très, très démuni comme thérapeute, on peut euh, se blesser comme thérapeute aussi, et puis on peut possiblement aussi blesser l'autre. Mm. Donc, pour moi, c'est une nécessité, en fait. Maintenant, dire que c'est facile, non. C'est-à-dire que si on parle à des stagiaires, j'ai souvent entendu, ah ben oui, super, c'est vraiment, c'est manquant. Dans beaucoup de cycles, on disait que c'était manquant, on entendait que c'était manquant. Et quand nous, on a lancé la formation, il y a Il y deux a ans, 2 ans. Il y plus a de deux 2 ans. ans, on sentait les réticences. Et c'est vrai on est très clair sur le fait que notre formation ne s'intéresse pas, ne s'intéresse pas. Trouver comment fonctionne mécaniquement le corps de l'homme, de la femme, etc. On peut trouver ça très facilement. Il y en a eu des tonnes, il y en a des tonnes de formations comme ça. Euh,
l'orgasme. En vrai, ça ne nous intéresse pas de transmettre ça parce que c'est facilement trouvable à d'autres endroits. Hmm. Par contre, en tant que clinicien, en tant que personne qui reçoit des gens au cabinet, euh, parler des vraies difficultés qu'on rencontre et de surtout l'impact que ça peut avoir sur notre propre intimité, sur notre propre questionnement autour de la sexualité, sur nos conduites, sur tout ça, ben ça c'est essentiel. Mais du coup, c'est vachement plus impliquant. J'ai envie de rebondir sur ce que dit Charlotte. C'est que on est dans une société où il y a eu où il y a beaucoup d'images. Donc de l'image, on en trouve. Du film, on en trouve. Euh, de l'information en sexologie, on en trouve partout. Mais en revanche, notre singularité à toutes les deux, ce que je disais tout à l'heure, et ça part de là, en fait, à la fois notre questionnement, notre intérêt et ce qu'on a envie de transmettre, c'est que nous, on a une expérience de clinicien et d'écoute. Que ça soit Charlotte dans ce Love Shop, que ça soit moi dans des groupes de parents, qui étaient souvent des groupes de parents anonymes, où les gens ont besoin d'être protégés parce que cet intime-là est souvent indicible, que ça a été dans des familles où j'ai dû faire des signalements, ou que ça soit par exemple dans des groupes de parole. En fait, notre expertise, notre expérience, surtout en tant que gestalt thérapeute, c'est d'être capable d'écouter et de nommer l'indicible. Et il va y avoir la proposition qu'on fait aux étudiants ou aux professionnels qui veulent venir rejoindre notre formation, c'est de les aider à comprendre, sentir l'indicible du sexuel ou de l'identité sexuelle et d'être capable pour l'autre de rendre explicite cet implicite-là. C'est ça finalement le travail du professionnel euh, formé, voire aguerri sur ces sujets-là. C'est d'être capable de saisir l'expérience et parfois de prêter nos mots, de mettre en mots une expérience qui est éminemment existentielle. C'est ça notre plus-value en tant que futur gestalt thérapeute ou en tant que professionnel de l'accompagnement. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre dans nos stages. Donc, Je me fais, pardon, ouais, je me fais un peu l'avocat du diable pour des personnes qui entendraient là un jargon, qui nous regarderaient, qui découvriraient la chaîne, par exemple. Euh, qui aurait du mal à savoir ce que c'est que la méthode expérientielle, qui aurait du mal à saisir la qualité implicite d'un ressenti, etc., etc. Comment on pourrait dire simplement l'objectif de la formation? Comment on pourrait concrètement, est-ce que vous auriez un exemple d'un déroulé, de quelque chose d'un exercice, d'un atelier que vous essayez de mettre en place dans la formation pour qu'on puisse un peu s'y projeter. Ben, par exemple, je sais que c'est quelque chose qu'on fait, je pense, au début, aussi pour un peu savoir où en sont les personnes qui arrivent, hein. On va avoir une sorte de panier avec des tas de mots, des mots liés à la sexualité, que ce soit euh, des mots liés sociétalement, des mots liés à des pratiques sexuelles, des mots, voilà. Et on va regarder, on va les mettre en sous-groupe ou en duo, et on va leur demander d'abord de se dire si ils comprennent le mot, s'ils le connaissent, et qu'est-ce que ça leur fait. Parce que quand vous recevez quelqu'un en cabinet, cette personne, elle va vous parler d'elle. Elle va pouvoir vous dire des choses très crues. Elle va pouvoir vous parler très librement ou pas du tout de sa sexualité. Elle va pouvoir ne pas oser vous parler de choses qu'elle vit dans son intimité parce qu'elle attend de voir comment ça se passe. Et en fait, la réalité, c'est que vous n'êtes pas là que pour écouter l'autre. Vous êtes un réceptacle, enfin, vous êtes une caisse de résonance. Donc la résonance que vous allez avoir, ben déjà, ça va vous impacter vous en tant que thérapeute, mais elle va impacter la personne en face. Elle va impacter la possibilité pour la personne de dire les choses ou de ne pas les dire, de sentir qu'elle est entendue ou pas,
de sentir qu'elle est jugée ou pas, de générer ou pas de la honte autour de cette personne parce que vous-même, vous ne savez pas trop comment faire. Et ça va être essentiel. Le but n'est pas de former des gens à être des parfaits, euh, être en capacité parfaite de tout entendre Hmm. de tout recevoir, mais au moins de savoir où ils sont eux-mêmes en tant que thérapeute. Hmm. Ça, c'est essentiel. Ok. Ça, pour moi, c'est un prérequis fondamental. Hmm. Si je fais un parallèle un petit peu, c'est qu'on aurait du mal à imaginer un thérapeute qui ne se soit pas interrogé sur la mort et la Par façon exemple, dont il vit son deuil. voilà. Et donc là, dans la sexualité, il faut pouvoir un petit peu avoir plongé en soi, Mm. être un peu au clair, comme vous dites, pour Voilà. pouvoir faire caisse de résonance, formuler, mettre en mots et aussi accueillir l'expérience du client, Oui. qu'elle Et soit consciente ou pas chez lui. tout à fait. Et la sexualité, c'est pas quelque chose. Vous avez des gens qui, euh, quand on est sexologue et pas thérapeute, vous avez. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de gens, je suis pas la seule, où les gens arrivaient en disant voilà, en fait, je veux parler de ma sexualité, d'un problème sexuel, mais ça n'a rien à voir avec le reste. Donc, ça n'a rien à voir avec mon couple, ça n'a rien à voir avec mon enfant, ça n'a rien à voir avec rien. Aujourd'hui, moi, j'ai jamais voulu travailler comme ça. Je ne peux pas travailler comme ça parce que pour moi, c'est un non-sens. Ça n'est pas possible. La sexualité, c'est comme le cœur de l'oignon, quoi. Hmm. C'est-à-dire, c'est l'endroit où notre libidinal, notre envie, notre vivant se, se cache, mais se cache dans le sens, il se cache pour vouloir le partager avec qui on en a envie. Donc, évidemment, le fait d'avoir été élevé d'une certaine manière, d'avoir euh, des croyances autour de ça, ou inversement, d'avoir vécu des choses traumatiques à ce sujet, impacte totalement cette partie-là. Et alors, il y a toute la partie sociale, sociétale, ce qui est dit, ce qu'on a entendu, le patriarcat. Évidemment, le patriarcat, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi. La construction des genres, la construction des croyances autour de c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme. Hmm. Euh, et ça, c'est fondamental. Il faut se poser ces questions avant de se dire possiblement qu'on peut recevoir des gens qui vont vous les poser. Mm. Hmm. Je veux bien à la fois rebondir et faire en lien avec ce que Charlotte vient de dire, comment dire, à la fois un petit pas de côté pour répondre à ta question peut-être un petit peu plus théorico-clinique de ce qu'il y a dans le stage. Mhm. Euh, Si on mettait le travail que l'on fait, notamment dans la première partie du stage, autour d'un axe qui serait pudeur et dévoilement, on voit bien que c'est cet endroit-là où on va essayer de faire bouger le curseur pour les participants au stage, pour que eux-mêmes soient capables ensuite, après avoir vécu une expérience en groupe de pairs, qu'ils soient capables aussi de faire bouger ce curseur-là, pudeur et dévoilement, avec leurs clients. Hmm. Parce que le client, il peut y avoir des clients qui sont très exhibitionnistes, avec une forme qu'on pourrait croire très libre, d'autres qui, au contraire, sont très inhibés. Est-ce que c'est de la pudeur? Est-ce que c'est de la rétroflexion? Est-ce que c'est du trauma? On ne sait pas. Et donc, l'idée, pour nous, formatrices, c'est d'aider ceux qu'on va former à être plus libre. Quand on dit être sexuellement libre, on pourrait commencer par ça, être plus libre de circuler sur l'axe pudeur-dévoilement. Hmm. Parce qu'il s'agit bien de ça, et ce qu'on va travailler après avec nos clients, euh, c'est comment ils vont eux aussi, et de cette manière-là, on n'est pas forcément des experts en tout, mais l'idée, c'est qu'il va falloir ensemble travailler la fluidité de cet axe. Hmm. Ça me parle beaucoup et j'ai la sensation que c'est un travail qui peut aller bien au-delà de la compétence de thérapeute ou du suivi du patient lui-même, puisque si je reviens un petit peu sur différentes choses que vous avez partagées, j'ai la sensation aujourd'hui, là, en 2026, qu'on s'éduque beaucoup par l'image. Et j'ai une pensée particulière pour la jeune génération qui a un accès extrêmement Facile aux facile à pornographies et aux l'image, images. à la pornographie, etc. Et donc, j'ai en tête que quelqu'un qui arriverait à facilement parler de sa sexualité
et qui puisse la libérer, la vivre dans une expérience plus proche du dévoilement, serait aussi euh, peut-être plus respectueux de la pudeur de l'ado Mm. et peut-être plus réceptif dans le fait de pouvoir lui en dire quelque chose, de pouvoir ouvrir du dialogue autour de ça. Donc, je reviens à l'écho Oui, sociologique, Mm. déjà rien que du point de vue de la famille, hein. ouais. Et je pense que dans cette question de l'intime, alors attention, hein, je ne mélange pas intime et sexualité, parce que c'est bien, par exemple, un des sujets avec lequel moi je suis assez bien aux prises dans mon cabinet, et qui est un sujet, Mm. puisque tu demandais aussi concrètement à quoi ça peut servir. Euh, j'ai actuellement plusieurs couples euh, où il y a un réel problème dans le fait que leur sexualité n'est possible que hors intimité. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'images, il y a eu tellement de choses euh, de sexualité autour d'une jouissance mécanique liée à des images reçues, etc., qu'une fois qu'il y a un autre sujet en face, un sujet qu'on respecte, parce que j'ai entendu ça, qu'on aime, qu'on... eh bien c'est plus possible. L'acte sexuel devient problématique parce que l'acte sexuel n'est pas, enfin, est presque trop intime. Donc l'intimité ne peut pas être mélangée. Mais c'est un, pour moi là, par exemple, en ce moment, j'ai trois couples avec lesquels je dois travailler ça. Mm. Et c'est un vrai sujet. Donc effectivement, il y a une espèce de débordement de sexualité, j'ai envie de dire facile, mais mais la sexualité au sens d'un partage intime de deux personnes qui s'ouvrent à un endroit extrêmement fragile et euh, comment est-ce qu'on dit précieux, euh, bah c'est compliqué. Pour être un homme dans cette société, je vois à quel point c'est délicat, à quel point même les contenus YouTube, ou etc., qui me sont ou me seraient proposés, vont dans le sens de quelque chose de très performatif, très mécanique. Je vois même certains médecins qui prennent la parole, hein, avec en gros titre comment la faire jouir, Voilà. etc., etc. Et là, je me dis, waouh, il y a un gap monstrueux. Euh, la représentation est arrivée dans la chambre à coucher, quoi. Oui, C'est-à-dire, et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des acteurs porno qui prennent la parole en déconstruisant le mythe, en montrant comment c'est du théâtre, comment c'est maquillé, comment c'est pas oui. naturel, comment c'est pas possible en fait, Et pour comment les deux ramener trucs en à fait, la sont pas drôles, quoi. ouais. Donc j'aimerais bien savoir un peu si vous avez ces aspects-là dans la formation ou comment vous les connectez, le réseau social, la performance, euh, la place de la relation, du dialogue. Parce que pour avoir fait une licence 3 au Canada, j'avais suivi tout un cours, une unité d'enseignement sur psychologie et sexualité. Et on y apprenait dans le colligé que 80% des problèmes sexuels, selon les sexologues de l'époque, étaient liés à un trouble d'ordre relationnel et de l'ordre du dialogue. Et donc là, on voit que finalement, notre métier a une pure et simple place à l'intérieur de cette thématique-là, et que cette thématique-là a une pure et simple place à l'intérieur de nos métiers. Et donc, voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je vous donne un peu Mm. de grain à moudre. C'est un petit peu à cet endroit-là que j'anticipais de réagir. Euh, Quand j'avais fait une formation à l'EPG avec des collègues, une des formatrices avait dit cette chose que je trouvais extrêmement juste. Plus on parle de sexualité, plus on parle de toute autre chose, c'est-à-dire que se concentrer et de travailler sous l'angle de la sexualité, c'est comme si on prenait une focale. Mais en fait, ça n'est qu'une focale, et à travers cette focale, on peut regarder et balayer tous les domaines de la vie. C'est pour ça que pour nous, avec Charlotte, on insiste beaucoup sur cette dimension existentielle qui est de l'ordre de... C'est d'abord l'expérience de l'intime pour soi, avec l'autre, avec des autres.
Et donc, quand on parle de sexualité, quand on s'y tient, ça colore tout le reste de la vie de tout le monde. Et donc, en fait, Hmm. c'est vraiment un travail qui va aider à accéder à la profondeur de soi. Hmm. Et souvent, c'est par le prisme inverse que un certain nombre de thérapeutes sont confrontés, et c'est pour ça qu'après, ils se disent, oh là là, il me faut une formation. C'est qu'en fait, dans nos cabinets, les gens, en général, viennent pour toute autre chose, hein, Hmm. plein des problèmes relationnels, des problèmes éducatifs, etc. Et à un moment donné, tout d'un coup, on se trouve à un endroit où il va falloir parler, on voit bien qu'il va falloir parler de sexualité, et on croit qu'on va y échapper, et certains collègues qui n'ont pas été suffisamment formés se disent, ouh là là, comment je vais rattraper la chose? C'est-à-dire, on voit bien qu'on y est mené, et comment finalement on évite, parce qu'effectivement, dans un sens ou dans un autre, euh, la dimension de la sexualité, que ça soit l'intime, que ça soit le social, elle nous habite entièrement. Elle parle de nous entièrement. C'est un peu comme tous les chemins mènent à Rome. Eh ben, tous les chemins mènent en fait à la sexualité. Et inversement, la sexualité nous permet d'arriver à tous les chemins Hmm. euh, de l'intime, de l'identité, du questionnement existentiel, de la mort, de la maladie, de la question de l'autre, de quel autre. Et donc, et je trouve que ce qui est intéressant dans l'actualité, c'est que la question de la transidentité nous Hmm. oblige, et c'est bien pour ça que un certain nombre sont en difficulté, nous oblige à penser autrement et à écouter autrement. Hmm. Justement, je voudrais rebondir sur cette question-là. J'ai j'ai un certain nombre de collègues thérapeutes autour de moi que je vois avoir peur de la question de la transidentité. Quand un client se présente autour de ces notions-là, où une, il y a parfois une forte sensibilité autour de la question, avec des avis aujourd'hui très tranchés, peu nuancés, une vraie demande de soutien, une expérience qui est peut-être en décalage avec ce qu'ont connu les générations précédentes. Quelle place ça a dans le stage? Comment vous outillez peut-être les thérapeutes à accueillir cette question-là et à la remettre dans le champ de la sexualité? Alors moi, je veux bien répondre à ça parce que évidemment que ce serait, enfin, c'est même pas que ce serait mentir, c'est que ce serait très grave d'imaginer que en 2 fois 3 jours, en abordant aussi la question du trauma parce qu'elle est essentielle et qu'elle arrive beaucoup dans le cabinet, on puisse euh, ne fût-ce que balayer convenablement la question des transidentités. Ici, c'est pas voilà, c'est une vie en soi. Il y a tellement de choses. Mais ce que je veux dire, c'est euh, la transidentité, elle s'inscrit socialement. Et donc, ce que nous, on apporte, c'est une réflexion autour de cette question de la construction des genres. Or, c'est la base. Si on veut comprendre la question de la transidentité, déjà, c'est ça, le principal problème. Si la transidentité n'était pas inscrite dans la construction des genres et dans le patriarcat, elle serait même pas un sujet. Hmm. Hein. Tout ne serait pas binaire et on n'en serait pas là. Donc, je veux dire, donc déjà, cette compréhension-là, elle est fondamentale. Et étonnamment, elle n'est pas aussi évidente que ce qu'on imagine. Donc, nous, on va vraiment ouvrir à cette construction euh, du patriarcat, autour du patriarcat et de tout ce que ça a comme conséquence, y compris dans l'idée qu'on s'en fait. Donc on aborde les transidentités, on fait plus que les aborder, mais on aborde aussi tous les questionnements autour des personnes intersexes, autour des personnes asexuelles, autour des questions... Enfin, tout ça est lié parce que la manière dont la société le vit fait que nous Hmm. faisons des catégories ou pas. Si on n'était pas dans une société qui catégorise ce genre de choses, il n'y aurait pas de catégorie, on n'en parlerait même pas. Donc, ça revient au social de manière Hmm. fondamentale. Et ce on essaye d'apporter beaucoup, c'est déjà un questionnement, un intérêt au départ, une conscience, comme je le disais, mais j'insiste, aiguë sur où j'en suis moi par rapport à tout ça, y compris dans les choses qui sont pas faciles, dans les sentiments de rejet que je peux avoir, de honte, de gêne, de je ne sais pas, là.
Et puis, après, c'est comme pour tout en thérapie. C'est qu'il faut s'informer. Plus, plus, plus. Et donc, ce qu'on donne, c'est énormément de bibliographies, de podcasts, de choses sous différentes formes euh, pour permettre aux thérapeutes de s'interroger et de s'enrichir, de se questionner. Parce que ce qu'ils attendent, les gens, quand ils viennent dans notre cabinet, on n'est pas médecin. On ne va pas les opérer, on va pas les médiquer, on va pas... Ce qu'ils attendent, c'est d'être entendus et reçus là où ils sont. Parfois même là où ils ne sont pas encore. Là où ils croient qu'ils sont. Enfin, je veux dire, c'est ça notre job. Et c'est ça qu'on essaye d'offrir. J'espère que ça répond à la question, mais... Mhm. Moi, je viendrais compléter sur une décision qui a été prise dans l'école de Gestalt du Nord, c'est que, et qui correspond à notre éthique, Charlotte et moi, qui s'inscrit vraiment dans la dépathologisation de ces sujets. Et donc, d'un point de vue de la formation, un certain nombre de thérapeutes ont appris un certain nombre de choses dans le cadre de la psychopathologie. Et vraiment, je pense que c'est aussi ça que les mouvements sociétaux nous amènent. Et on a voulu construire cette formation de cette manière-là, c'est de sortir le sujet de la pathologie pour l'inscrire dans un registre existentiel qui est plus cohérent avec notre posture de gestaltiste, qui est un peu une posture, si on devait le dire de manière tout venant, de suspension du savoir, hein, pour vivre une expérience sur laquelle on va ensemble construire du sens. Donc nous, on est et on forme du coup des professionnels qui vont être capables d'entendre au mieux de manière la plus ouverte possible avec la visée que, avec nos patients, on va les aider à construire du sens autour aussi bien du libidinal que de l'existentiel, que de la relation à l'autre, couple, pas couple, les différentes formes, on va dire, de cohabitation, de co-union. Et donc, c'est tout ça qui va être interrogé, mais d'une manière expérientielle et relationnelle. Mhm. Donc on sort vraiment de la catégorisation et de la pathologisation. Ça, c'est vraiment, on va dire, la première partie du stage, un peu les différents thèmes, euh, l'angle qu'on a résolument pris, la posture qu'on va avoir en tant que formatrice, qui va vraiment être une posture, bien sûr, où il va y avoir des échanges et on va être très, très attentive aux mots posés sur les différentes expériences. Ça commence par poser des mots sur nos propres expériences partagées. Ça, c'est vraiment un travail qu'on fait dans la première partie. Et puis, comme le disait Charlotte, nous, ce qui nous importe, C'est en toile de fond tout le temps, hein, parce que ouais, quand on part après sur le trauma, ouais. soyons clairs qu'effectivement, le social, le patriarcat, la construction des genres est forcément dans tout ce qui est problématique de trauma sexuel, y compris dans l'enfance, et y compris lié à l'inceste, c'est vraiment quelque chose de... Et donc Mhm. la clinique, elle va partir à la fois de nos expériences différentes et Charlotte comme moi, j'allais dire, on se jette dans la piscine aussi, c'est-à-dire que nous aussi, on va dévoiler, on va partager des choses de l'intime, parce que de toute façon, en tant que professionnel, si nous-mêmes on fait pas l'effort de se balader sur cet Mhm. axe pudeur, dévoilement. Donc, en nous dévoilant, on ne fait pas l'expérience avec certains, on ne peut pas l'exiger ou la demander ou l'attendre de nos patients. Et puis, pour que ça reste vraiment ancré dans une réalité clinique moderne, c'est-à-dire d'aujourd'hui, on a fait énormément de découpage de vidéos de mini-vignettes vidéo prises à droite à gauche sur TikTok et ailleurs sur les réseaux sociaux, où des personnes qui vivent des expériences un peu singulières, mais maintenant qu'elles sont dévoilées finalement beaucoup plus courantes qu'on ne l'imaginait avant, puisque avant c'était plutôt caché. Et c'est à partir de ces vignettes vidéo qu'on va pouvoir réagir, communiquer, poser des questions, partager. Donc ça, c'est vraiment le contenu clinique à partir duquel on va former
les stagiaires qui viendront à notre formation. Je crois comprendre qu'il y a un deuxième volet du coup, donc si vous pouvez Ouais. nous en dire quelque chose. Vas-y, Ben, Charlotte, oh, Antoine. ben, c'est donc le volet du trauma, hein. Donc moi, j'ai fait une formation en psychotraumatologie, mais d'une manière générale, ça semblait essentiel à apporter comme dans le cadre de la formation, puisque dans nos cabinets, il y a de plus en plus de personnes qui amènent ce sujet-là, parce qu'effectivement, avec le mouvement MeToo, il y a eu beaucoup de prise de conscience et puis beaucoup de mouvements qui ont permis euh, d'en parler. Et du coup, bah, les gens viennent en parler en cabinet. Et là, il y a quand même des choses à faire, à ne pas faire. Enfin, c'est vraiment important. Hmm. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment on peut aider en partie, comment il faut réorienter, comment voilà. Ça, c'est vraiment très important. Ok, Bien sûr, c'est pas une formation en traumatologie sexuelle parce que il nous faudrait beaucoup plus de temps, mais j'allais dire c'est un peu premier secours, hein. C'est-à-dire hmm. que on donne les clés de l'urgence. C'est-à-dire quand ça arrive dans notre cabinet, qu'est-ce qui vraiment les premières clés de ce qu'il faut dire et pas dire. Ça c'est quand même important. Et puis c'est de se rappeler aussi que en tant que PGRO, PGRiste, Gestalt praticien ou Gestalt thérapeute du lien, pour ceux qui font partie de l'école, on est particulièrement formé et à la régulation affective et à la mentalisation. Donc, ce sont des bons outils d'accompagnement pour des gens qui vivent, qui ont vécu du trauma sexuel, donc comme tout ce qui est autour de la traumatologie. Donc, en fait, c'est aussi comment aider les gens qu'on forme à utiliser leurs propres outils de praticiens en gestalt ou de gestalt thérapeute en l'inscrivant dans un contexte de trauma sexuel. Donc ça, c'est aussi une manière de faire du lien avec ce que les gens savent déjà faire, mais comment ils peuvent le transposer dans une expérience d'accompagnement où il y a du trauma sexuel. Ok, ça m'a l'air bien complet et donc de manière concrète. Combien de jours? À qui ça s'adresse? Comment on fait pour s'inscrire? Vas-y, Yolande. Alors, je saurais pas forcément dire parce qu'on est juste à une articulation où je crois que c'est la dernière année qu'on le fait sous cette forme et ensuite ce cursus-là va être complètement intégré à la formation de Gestalt thérapeute. Ce qui a du De sens toute, au vu de ce que vous voilà, dites. exactement. Donc maintenant il est entièrement intégré à la formation. Donc c'est 2 fois 3 jours. Donc première partie, comme on a beaucoup insisté, deuxième Mhm. partie sur le trauma. Cette Euh, année, les dates, par exemple, les dates, alors Alors, je pense quelque chose autour du les 2 derniers jours de mai et le 1er juin. ok. mm, Et puis, pas longtemps après, je dirais 2 semaines après, au mois de juin. mm. Ok, de toute façon, toutes les informations Toutes les seront informations seront remises en en description. Il y aura bas. un lien cliquable pour accéder Oui, à la parce qu'il est formation possible aussi. qu'elle ne soit pas très facile à trouver sur le site de GN pour la Ouais. simple et bonne raison que comme il y a un changement là de formation avancée à partie Hmm, du cursus, ça peut être un peu flottant. ok. Mm. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'est considéré comme une formation avancée ou c'est accessible à... Alors, c'est une formation à la fois avancée au sens où les personnes qui se sont formées à l'école de Gestalt du Nord peuvent la faire maintenant, même s'ils ont déjà été diplômés de l'école. Ok. Et de toute façon, ça a toujours été une formation ouverte. Elle était ouverte à des conseillères conjugales, elle était ouverte à des thérapeutes de couple, à des gens life coaching, des gens qui travaillent autour de la sexualité, des gens qui sont dans des associations pour les violences sexuelles, pour SVS protéger ou les autre. femmes, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est que il faut que les gens soient en situation d'accompagnement parce qu'il faut qu'ils aient eux-mêmes soit été confrontés ou en tout cas se posent la question de l'accompagnement. Même si c'est une formation personnelle, c'est quand même une formation à l'accompagnement des Mhm. personnes sur ce thème-là. Mais ça reste ouvert. Et de toute façon, même dans le futur cursus, changer École de Gestalt du Nord à organiser maintenant sa formation sous la forme de modules. On parle d'une formation modulaire. Et de fait, puisque c'est modulaire, on va dire le bloc
sexo sera toujours ouvert à l'ensemble des professionnels ou des gens qui se destinent à l'accompagnement de personnes sur ce thème-là. Donc, tout en faisant partie du cursus des étudiants, ça reste quand même une formation ouverte. Ok, super. C'est très clair pour moi en tous les cas. Mm. Et ben, on remettra l'ensemble du résumé, des détails en description pour ceux qui auraient besoin de plus d'informations. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié vous entendre sur le sujet. Ça me pose plein de questions, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vous remercie pour ce partage. Je souhaite qu'il y ait un maximum de gens qui vous rejoignent et Mm. qui J'espère. agrémentent leur arc de ces jolies flèches. Ouais. Merci Thomas en Merci tout cas. Thomas, merci Je vous souhaite beaucoup. une très belle fin de journée. À très bientôt.